INA Podcast. Affaire Simone Weber, épisode 3. Dans la toile de la veuve noire. Nous sommes en décembre 1985 et Bernard Etier a disparu depuis maintenant 6 mois. Plus personne ne s'attend à le retrouver vivant. Le juge Gilbert Hill n'en finit plus de chercher des preuves, d'ordonner des analyses et de multiplier les auditions avec Simone Weber, auxquelles elle se dérobe parfois en prétextant des malaises ou bien en menaçant de faire la grève de la faim. Lorsqu'elle répond enfin aux questions qui lui sont posées par le magistrat, le moindre détail peut être une fantasmagorie. D'un jour à l'autre, la version d'un fait peut varier. Elle s'amuse à noyer le poisson, comme on dit, à multiplier les obstacles. Pourquoi donc Simone Weber persiste-t-elle dans cette stratégie de la confusion ? Gilbert Hill, juge d'instruction à Nancy depuis 1978, a l'expérience de ce genre de comportement et ne se laisse pas désorienter. Bien au contraire. Pour mieux comprendre la personnalité de cet inculpé si coriace et complexe, il a décidé de fouiller minutieusement son passé. En 1985, Frédéric Chignac, journaliste à Lorraine Soir, interviewe un certain Jacques Thuot, qui vient d'être entendu par les enquêteurs. C'est le premier mari de Simone, qui ne lui a pas laissé le meilleur des souvenirs. Quand je l'ai quitté, on a bien été emmerdés au moins 10 ans avec elle. Plus de 10 ans. Qu'est-ce qu'elle vous faisait ? Il fallait surveiller la voiture et tous les conneries après la voiture, la pâte à eau dans le moteur. Hein. Mon moteur a été esquinté d'une 4 chevaux, la première voiture que j'ai eue. Des insultes, macro, des machins comme ça, grosse putain. Elle le faisait dire aux gosses. Les gosses étaient petits, ils ne savaient pas. Hein. Et puis toutes sortes de conneries, quoi. Mais ça a duré pendant plus de 10 ans ? Oh là là, oui, ça a duré des années, ça. Hein. Des années, ça a duré. Puis il y a des choses que je ne me rappelle vraiment plus. Hein. Et récemment, elle vous a relancé encore ? Il n'y a pas longtemps, il y a 2 mois, oui, à peu près, oui, avant qu'elle soit arrêtée. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle voulait que je monte dans sa voiture, exactement. Et moi, j'ai refusé. J'ai dit non, je ne monte pas. Elle vous avait aussi fait enfermer à Laxou ? À Laxou. Elle m'avait fait passer pour fou à Laxou. J'ai été enfermé 3 semaines et j'étais embarqué par les pompiers. Elle avait signalé les 2 entrées, une derrière et une devant. Hein? Quand j'ai vu ça, moi, j'ai essayé de me barrer, automatiquement. Quand j'ai vu les pompiers arriver pour m'embarquer, me mettre la camisole de force, j'ai essayé de passer. J'ai passé par derrière, il manque de pas, il y avait des pompiers qui m'attendaient derrière. Elle avait tout prévu alors pour vous... Tout prévu. Hein. Ça s'est passé le matin à 8h. Au travers de ce que raconte le premier mari, se dessine le portrait d'une mégère rancunière. En se plongeant dans sa biographie, le juge Hill découvre effectivement une Simone à la vie plutôt houleuse. Née en 1931 près de Nancy, elle rêve de devenir infirmière. Mais elle n'a pas assez de détermination pour suivre des études jusqu'à l'obtention d'un diplôme. Elle travaille quelque temps comme aide-soignante, avant d'abandonner, trouvant ce travail trop contraignant. En 1955, à 24 ans, elle rencontre Jacques Thuot. Simone en tombe amoureuse et l'épouse. Elle aura 5 enfants. Mais très vite, le couple bat de l'aile. Simone est exubérante et maladivement jalouse. Jacques manque de maturité. Il tente de fuir cette relation étouffante. Les époux se séparent plusieurs fois. Et lorsqu'ils divorcent pour de bon en 1978, la rupture est effective depuis plusieurs années. Du côté de sa vie professionnelle, Simone est tout aussi instable. VRP dans plusieurs entreprises, elle n'arrive pas à trouver sa place. Son impulsivité et son manque de sérieux lui valent d'être plusieurs fois licenciée. Avec ses enfants, les relations sont compliquées aussi. C'est une mère à la fois envahissante, jamais satisfaite, toujours prompte à faire reproches et récriminations. Avec les hommes non plus, rien ne va. Alors pour trouver son âme sœur, elle s'inscrit dans une agence matrimoniale.
Elle veut se marier, absolument, avec quelqu'un qui la mettrait à l'abri du besoin. Un certain Augustin Tabary en fait les frais en 1974. Lors du procès, il apportera son témoignage à charge. François Foucard, alors chroniqueur judiciaire sur France Inter, rapportera ses propos en janvier 1991. Un monsieur Tabary raconte « Comme ça n'avait pas marché entre nous, elle me poursuivait, volait le courrier matrimonial adressé à d'autres. Elle a fini par s'allier à mon ex-femme pour me voler mes meubles, toutes mes affaires et un chéquier. » Avec Simone, les idylles ne mettent jamais bien longtemps avant de virer au cauchemar. C'est une constante que le juge Gilles Bertil ne manque pas de remarquer. Entre autres points communs avec l'affaire Étier. Ce qu'il frappe aussi, c'est le tempérament rancunier et abusif de Simone, qui ne semble pas effrayée par le passage à l'acte illégal. À peine a-t-elle mis le grappin sur Tabary qu'elle lui fait des scènes en public. Lorsqu'il a rompu avec elle, elle continue d'épier ses faits et gestes, de le relancer avec aigreur et besoin de vengeance. Elle ne recule pas devant l'arnaque et le vol. Dans le cas Tabary, elle n'a pas hésité à manipuler l'ex-femme pour parvenir à ses fins. Ces ingrédients se retrouvent dans l'histoire qu'elle a vécue avec Bernard Étier. Manipulation, harcèlement, escroquerie, violence verbale, voire physique. À défaut de preuves ou d'aveux, le juge Gilles Bertil discerne maintenant un schéma, des éléments récurrents. Mais le plus intriguant reste à venir. Depuis 1977, Simone a, comme souvent, des problèmes d'argent. Elle a perdu son emploi au service des petites annonces d'un journal de Strasbourg et elle se raccroche toujours plus à l'espoir de dénicher l'homme providentiel, celui qui pourra subvenir à ses besoins. Un homme providentiel qui n'aurait pas son mot à dire dans le plan de Simone. Simone tombe sur la petite annonce matrimoniale d'un militaire à la retraite, Marcel Fixard, 77 ans. Il veut se remarier avec une femme de son âge et sans enfant. Qu'à cela ne tienne, Simone, alors âgée de 46 ans, se vieillit de 30 ans, fait passer ses enfants à la trappe, se déclare même professeur de philosophie en retraite et harponne Monsieur Fixard. À l'été 1977, elle s'installe dans sa maison de Rosières-aux-Salines, située rue des Abattoirs. Le 22 avril 1980, Simone devient Madame Weber, épouse Fixard. Et c'est là que le dossier de Simone Weber s'alourdit singulièrement. Car le 14 mai 1980, 3 semaines plus tard, Marcel Fixard décède subitement. Le journaliste de Lorraine Soir, Frédéric Chignac, nous parle de la mort suspecte de Fixard. Aujourd'hui, on se demande si la disparition de Bernard Étier n'en cache pas d'autres, notamment celle de Marcel Fixard que Simone Weber aurait épousé le 22 avril 1981 à Strasbourg et qui est décédé 3 semaines plus tard. Je dis bien aurait épousé car les bans n'ont pas été publiés à la mairie de Rosières, la commune où résidait Marcel Fixard, et l'homme que Simone Weber a épousé à Strasbourg ne serait pas précisément Marcel Fixard. Depuis quelque temps, les enquêteurs se penchent sur le passé de Simone Weber, un passé sur lequel pèsent de très nombreux soupçons. En effet, personne parmi les proches de Marcel n'était au courant de son mariage avec Simone. Et pour cause. Les enquêteurs ont rapidement découvert que l'homme qu'elle a épousé à la mairie de Strasbourg était un homme de paille, à qui elle avait demandé de se faire passer pour Fixard. Le véritable Marcel Fixard, lui, sera mort sans même se savoir marié. Plus le juge-t-il fouille dans la vie de Simone Weber, moins ce qu'il trouve ne lui semble clair. Le testament de son vrai faux mari, la désignant comme seule héritière de ses biens, est lui aussi des plus suspects. Le document est daté du 10 mai 1980, soit 4 jours avant la mort. Le 6 février 1986, Frédéric Chignac, journaliste à Lorraine Soir, souligne dans son reportage ces zones d'ombre.
Marcel Fixard et Simone Weber se sont connus par petite annonce fin 1977. Jusqu'en 1980, ils se voyaient régulièrement. Mais la mort de l'octogénaire a tout de suite paru suspecte pour ses proches. À plusieurs reprises, ils ont constaté, comme ce fut le cas pour Bernard Etier, que l'ancien adjudant-chef était souvent drogué. À tel point qu'ils avaient demandé, mais en vain, une autopsie pour éclaircir les mystères de sa disparition. Toujours est-il que c'est Simone Weber qui a hérité de Marcel Fixard, un homme qui passait pour être fortuné. Les enquêteurs découvrent que Fixard ne souffrait d'aucun problème de santé lorsqu'il a succombé à un infarctus. Mieux, ils ont découvert chez Simone un puissant cardiotonique, de la digitaline, qu'elle s'était procurée sous une fausse identité, avec des ordonnances falsifiées, 9 jours avant le décès de Marcel Fixard. Le juge Thiel estime qu'il en a assez. En février 1986, il inculpe Simone Weber une deuxième fois pour l'empoisonnement présumé de Marcel Fixard. Entre le juge et la meurtrière présumée, c'est un bien curieux jeu du chat et de la souris qui ne fait que commencer, chacun tenant son rôle à la perfection. Dans le prochain épisode, nous verrons comment le juge Thiel devra employer les grands moyens pour faire toute la lumière sur une affaire de plus en plus compliquée, face à une Simone Weber toujours plus combative et à l'aura de plus en plus diabolique.